Bilolo Moubabinga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes égyptologue. Le philosophe aussi. Oui. Congolais ayant évolué une quarantaine d'années, à ce que je sache, en Allemagne. Oui. Plus chercheur. Oui, oui. Et qui est-ce qu'on appelle égyptologue? Les égyptologues sont, ou un égyptologue, c'est quelqu'un qui fait des recherches sur l'Afrique antique et plus spécialement sur la période pharaonique. Donc l'Égypte ou l'Afrique d'avant l'arabisation qu'on connaît maintenant surtout. Oui, l'Afrique, 4000 ans, 5000 ans si quelqu'un fait de l'archéologie, mais pour ceux qui étudient les textes, 4000 ans avant notre ère. Très bien. Moubabinga, professeur et chercheur, vous avez suivi déjà 5 coups d'État. Si on peut les énumérer, Soudan, Mali, Guinée-Conakry, aujourd'hui, donc depuis hier, c'est le Burkina Faso. Et puis voilà. L'autre, au Tchad, on ne connaît pas dans quelles circonstances le président Déby est parti. Alors, le continent en danger, est-ce que la renaissance africaine sera encore possible avec tout ce qu'on est en train de vivre? Oui, la renaissance africaine est possible. Elle a commencé depuis longtemps, contrairement à ce que beaucoup pensent. Je placerai cette renaissance à partir des années 50. À partir de 1950, les Africains avaient pris conscience des dangers qui pesaient sur ce continent et ils avaient commencé à chercher des solutions. Et je considère par exemple la croissance démographique. Parce que renaître, il faut d'abord renaître biologiquement, démographiquement. L'Afrique a été décimée pendant des siècles. Nous étions, si je prends l'Afrique noire, nous étions moins de 100 000 en 1900. Alors on avait moins de 100 millions ou de 100 000? Non, moins de 100 millions. Donc je parle de tous les Noirs africains. Et je crois même que tous les continents, y compris les Arabes, on arrivait à 100 000 en 1900. Donc nous étions devenus une quantité négligeable, une minorité, une quantité négligeable sur cette terre. Et nous avons fait des progrès extraordinaires pour renaître démographiquement, biologiquement. Aujourd'hui, nous sommes plus d'1 milliard. Ça, c'est un progrès non négligeable. Et pour moi, c'est la condition sine qua non de la Renaissance. La démographie, oui, c'est un des atouts, mais l'homme, c'est d'abord sa tête. Est-ce que nous sommes, avec tout ce qu'on a eu, la colonisation, la traite, la colonisation, et aujourd'hui, la prédation qui continue à travers les néocolonialismes, est-ce que, avec toutes ces divisions qui nous minent, nous sommes prêts à faire renaître l'Afrique comme puissance? Oui, nous sommes prêts. Nous savons que nous avons des ennemis. C'est-à-dire les gens qui veulent toujours nous mettre des bâtons dans les roues. Nous sommes un continent convoité. C'est normal, si vous avez tant de richesses, il est normal que les autres cherchent aussi à avoir leur part, par la force malheureusement, et ça ils le font, nous le savons. Nous allons préparer de réponses. La jeunesse africaine, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas seulement des Koulouna comme on croit. Cette jeunesse est en train de préparer des réponses, de reconstruire l'Afrique
en ce qui concerne, parce que vous aviez fait... Non, je voulais dire qu'on y va par étapes. Nous avons eu l'étape démographique, il y a l'étape politique. Donc, on a repeuplé l'Afrique. Ouais. Deuxième étape? Deuxième étape, on a créé un espace politique au sein duquel on peut maintenant élaborer donc des plans d'émergence dans tous les domaines de la vie. Mais c'est de manière isolée, chacun dans son coin, alors que ceux qui viennent chez nous, ils ont fait bloc États-Unis d'Amérique, la Chine autour d'un seul parti unique, donc d'un parti unique. Vous voyez la Fédération de la Russie qui renaît de la chute de l'URSS, et de manière spectaculaire. Vous voyez, l'Union européenne refuse de disparaître et devient donc se positionne un partenaire incontournable. Alors, finalement, nous, on va y aller de quelle manière? Oui, l'Union européenne, en fait, c'est la réalisation du projet de Cheikh Anta Diop. Vous savez que Cheikh Anta Diop avait déjà parlé dans les années 50 des États-Unis d'Afrique noire. Des États-Unis d'Afrique noire et des États-Unis d'Afrique. C'est nous qui avions commencé le projet de création des États-Unis d'Afrique. Les Européens nous ont copiés. Oui, ils nous ont copiés, l'Union africaine. Mais eux, comme ils avaient des moyens et qu'ils étaient politiquement libres, nous ne sommes pas encore vraiment politiquement libres, ils étaient politiquement, économiquement libres, ils ont réalisé notre projet, nous venons lentement, on nous met toujours des bâtons dans des roues, et je vous informe aussi que l'Union africaine ou la Renaissance africaine, c'est vraiment la Renaissance parce que nous n'étions pas ces petits États comme on en parle. Pensez un peu à la Confédération congolaise en 1500, 1600, 1700. Regardez sur les cartes que nous partons donc du sud du Cameroun jusqu'au nord de la Namibie. Et qu'on partait donc de l'océan éthiopien, que vous autres vous appelez Atlantique. Atlas est près de Maroc, il n'y a pas d'Atlas au niveau de l'équateur, donc c'est l'océan éthiopien ou la mer du Congo. De là jusque le long du lac ou des lacs qu'on appelait lac Zaïre, on les concevait comme étant un lac qu'on appelait le lac Zaïre. C'est pour cela aussi le nom Zaïre était très important. Donc, voyez un peu en largeur. Donc, vous partez ici jusqu'au 30e, 31e degré de longitude. Et de l'autre côté, c'était le Mwanamwezi, aussi un État. Donc, il n'y avait pas de Kenya ou de Ouganda ou je ne sais pas quoi, ou Rwanda, Burundi, tout ça, ça n'existait pas. Donc, c'était le Mwanamwezi, un bloc, jusque près au nord donc, du lac Malawi. Et autour de ça, vous aviez aussi Mwanamotapa ou Monomotapa. Monomotapa. Oui, on dit Monomotapa, mais c'est en fait Mwanamotapa. Donc, qui était l'enfant qu'on a blessé. Oui, oui, qui était aussi une grande confédération. Comme de l'autre côté, on avait aussi Mozambique, mais nous avons là trois, déjà en citant seulement les trois blocs-là. La Confédération congolaise, la Confédération Mwanamwezi, la Monomotapa, vous avez pratiquement toute l'Afrique au sud du Sahara, au sud de l'Équateur. Vous soutenez que oui. Parler en termes des pays comme hérité de nos pays, comme c'est hérité de la colonisation, c'est faire la promotion du colonisateur, et qu'il faut quitter ces pays tels qu'ils sont aujourd'hui pour rentrer à cette époque des royaumes
et d'empire. Est-ce que c'est réalisable? Vous êtes pragmatique dans ce que vous dites? Oui, je suis pragmatique, c'est réalisable, parce que c'est une donnée historique. Si Lumumba vous avait dit que l'Afrique doit écrire son histoire, c'est effectivement ça l'histoire que nous devons écrire. Nous devons restaurer l'unité africaine. Ces régions-là que j'appelle ici des confédérations qui existaient, qui étaient aussi des blocs militaires pour la défense du continent. Et l'Égypte était dans l'Égypte antique était dans quelle zone? Dans quelle confédération? L'Égypte antique était dans ce qu'on appelait oïkumène, donc l'écumène méridional. Et l'écumène méridional comprenait l'Éthiopie. Et quand je dis l'Éthiopie, comprenait le Congo et les pays de Sadès. Donc c'est ça qu'on appelle l'Éthiopie et non l'Érythrée. Mais même l'Érythrée et l'Éthiopie faisaient partie de cette confédération Chikam, que vous appelez confédération égyptienne, et de l'autre côté du Sahara, où on avait la Libye, la zone libyque, donc toute cette partie-là, jusque du côté du Sénégal. Ça, c'était la zone qu'on appelait la Libye. Et ce sont les soldats, donc les troupes qui venaient de ces trois blocs. Donc ceux du Delta, donc ceux du Bas-Nil, comme je les appelle. Donc, et puis les troupes qui venaient du Haut-Nil, plus les troupes qui venaient du côté de Sahara, c'est avec ça qu'on gagnait des guerres. C'est avec ces troupes-là qu'on a défendu les continents pendant plus de 5 millénaires. Autre étape, on a repeuplé l'Afrique. Vous dites qu'il faut rentrer à cette époque des confédérations, donc à la véritable unité africaine dans le processus de la Renaissance africaine. Et quelle autre étape? Kadhafi a été tué, enterré dans le sable du désert parce qu'il a sorti l'idée d'une monnaie unique africaine et d'une banque africaine. Naturellement, nous allons nous unir comment si nous n'avons pas la même monnaie? En fait, la tension qu'il y a entre les Congos et ses voisins de l'Est n'est pas aussi politique qu'on le pense. C'est quelle tension? Elle est monétaire. Vous n'avez pas la même monnaie, vous n'avez pas les mêmes pouvoirs d'achat, vous n'avez pas les mêmes salaires. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre. L'Allemagne allait acheter le Portugal et l'Espagne. Si on n'avait pas équilibré donc le pouvoir d'achat et équilibrer les salaires. Oui. Donc ce sont ces petits riens-là que nous négligeons. Qu'il faut, si moi je gagne mieux, je viens, j'achète vos terres, c'est tout, c'est normal. Or, quand vous équilibrez les salaires entre les voisins, vous voyez que ces jeux-là ne peuvent plus se faire. Vous verrez que le rapport vont s'améliorer. Non seulement... Et qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous proposez pour justement mettre fin à ces conflits dont l'une des origines, c'est donc les déséquilibres monétaires? Oui, il y a un déséquilibre monétaire entre les deux régions, entre les pays de Mwanamwezi, comme je les appelle, et la Confédération congolaise. Il y a un déséquilibre. Et qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse? Le Congo ou la Confédération congolaise doit faire un effort pour équilibrer, et j'irai même plus loin. Les Européens nous ont eu. Ce pays-là qui sont en tension, ce sont deux pays qui avaient déjà fait des progrès extraordinaires. Ils avaient déjà un passeport, le passeport de la région des Grands Lacs. Les gens qui ont travaillé... Sous Mobutu? Oui, sous Mobutu. Les gens qui ont travaillé chez BGDL, donc il y avait la banque
donc de développement donc de la région des Grands Lacs. Ils avaient déjà le même passeport, et puis pratiquement la même banque qui gérait les développements donc dans cette région. Alors pour freiner ces mouvements, on vous a introduit ces génocides qui sont souvent téléguidés de l'extérieur. D'ailleurs, c'était déjà même écrit dans des livres. Pierre Péan l'avait déjà annoncé. Oui, ce sont des choses qui étaient déjà annoncées. Donc, vous aviez fait des progrès. Et je dis toujours aux gens, des pays qui étaient les plus avancés sur le plan de l'intégration sont maintenant réduits de nouveau. Je n'ai même pas d'exemple historique pour dire réduit à l'âge de la pierre taillée parce que je n'ai pas d'exemple. Et on a vu aussi avec Kadhafi, au moment où il a dit non, maintenant nous devons avoir notre banque du développement, on est venu détruire, mais on a tout détruit. C'est bien les exemples que mon prédécesseur avait donnés. Voilà, on va construire des ports dans ceci, on va construire des ponts, on va construire des usines. Mais il faut savoir protéger ces usines. La Libye était très avancée, donc j'invite les politiciens congolais. Et j'invite pas seulement congolais, mais les politiciens africains, ainsi que le stratège dans nos états-majors respectifs. Ils doivent penser le phénomène qu'on peut appeler, ils doivent penser le phénomène Kadhafi. Un pays bien organisé, des écoles, des ponts, tout. Ils ont tout détruit et ces pays-là n'existent même plus comme État. Merci, professeur Bilolo Moubabinga. Je permettais aux téléspectateurs de vous suivre ou de vous écouter encore la semaine prochaine parce que vous êtes encore là. Okay. Avant votre retour en Allemagne, vous êtes chercheur. Mais vous gardez un pied au Congo, on sent que c'est le retour aux sources. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes chercheur égyptologue, vous êtes également professeur et ce n'est pas la première fois. Nous serons également avec vous. On boucle avec Berki Lokale. Nous parlons quand même de cette alternance. On en parle de moins en moins quand même.